Bonjour à toutes et à tous qui regardaient cette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Plury. Bonjour Frédéric. Bonjour Julia, bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. D'abord, merci beaucoup d'accepter de faire cette interview parce que c'est vraiment un honneur pour moi et un grand plaisir de discuter de la méditation avec toi parce que tu as énormément d'expérience. Et en fait, tu enseignes la méditation, tu donnes des stages, des retraites méditatives en Suisse, là où tu vis, je Oui, crois. peu en Suisse en fait, beaucoup plus en Ah oui. France, en temps normal, hein, quand il n'y a pas de confinement, et aussi des fois à l'étranger, j'en ai donné en Belgique, au Maroc, en Roumanie aussi. Mhm. Donc D'accord, je voyage dans le cadre de super. ma vocation effectivement qui est de transmettre la méditation au travers d'ateliers, de stages, de voyages, mais aussi comme on le fait là, hein, au travers de directs ou d'entrevues. Mhm. Ou Mhm. de mes méditations guidées, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, tu proposes aussi des méditations guidées Oui, et on peut également les retrouver sur ta page YouTube. oui, ouais, j'ai plusieurs pages YouTube, dont une qui est consacrée exclusivement aux méditations guidées et aux lives de méditation. Et c'est là Mhm. qu'on peut les retrouver. Il y a aussi un site internet, méditationguidée.com. Il y a aussi le site où je présente la méthode de méditation que j'ai créée, méditation-primordiale.com. Peut-être on mettra les références dans le descriptif de la Oui, tout à vidéo. fait. Et Mhm. ça, c'est déjà pour aller plus loin dans la méditation avec cette technique que j'ai mise au point. Et parce que Ouais. les méditations guidées, on aura l'occasion de revenir là-dessus durant l'entrevue, c'est surtout pour les débutants, pour s'initier déjà de Mm. façon soft, on va dire, à la méditation, pour Ouais. voir si ça nous convient. Elles ont un caractère pédagogique déjà pour donner quelques instructions de base de la méditation, mais évidemment, à un moment donné, il faut pouvoir aller plus loin si on veut vraiment progresser dans la méditation et déjà peut-être laisser tomber ces outils qui sont des outils pédagogiques pour apprendre à méditer seul. Et ça, c'est une deuxième étape. Mais j'aime bien l'idée de proposer cette Mm. première approche qui permet aux gens comme ça de voir déjà ce que c'est un petit peu la méditation. D'accord, merci. Et tu as aussi écrit un livre, c'est bien ça, qui Oui, s'appelle La méditation primordiale, justement? oui, ça c'est le dernier. J'en ai écrit Ouais? plusieurs depuis que je suis Ah actif oui. dans ce domaine, mais le dernier est pour moi vraiment le plus abouti parce qu'il condense aussi mes expériences, mes prises de conscience depuis plus d'une dizaine d'années, depuis que je me suis entre guillemets reconverti dans le domaine du bien-être, de la méditation, parce qu'avant j'étais banquier, hein, donc ça n'avait rien à voir. Ah oui, Et effectivement. je suis vraiment très heureux effectivement de ce dernier livre que j'ai écrit qui présente vraiment ma vision des choses, aussi les enjeux de la spiritualité, parce que la méditation, c'est une méthode, c'est un domaine dans la spiritualité. Il y a aussi le yoga, il y a aussi les arts martiaux internes, et on peut même y mettre Mmh. le développement personnel à un certain niveau hein, dans la spiritualité, puisque la spiritualité, c'est l'épanouissement de l'âme, et pour que l'âme puisse s'épanouir, il faut aussi qu'elle guérisse de ses blessures quelque part. Donc le développement personnel est aussi intéressant. Ouais. Mais mon approche, c'est plutôt la méditation. On ne va pas chercher avec des intentions particulières à guérir l'individualité, mais on va plutôt chercher à accueillir ce qui est. Donc si on a des blessures ou des névroses par exemple, simplement se mettre dans une posture d'accueil inconditionnel et laisser faire la nature en fait. Voilà. Donc c'est pas la même Mmh. approche et c'est vrai que moi euh, au départ j'ai un petit peu moi je sais pas si je racontais ma vie là hein, comme ça mais Ah, tu peux, c'est toujours intéressant, surtout oui le parcours que tu as eu. Si tu dis que tu étais banquier avant, c'est, oui ah oui oui c'était ben en fait waouh! j'étais pas à ma place hein, dans ce domaine de la banque. J'ai fait des études d'économiste d'entreprise aussi. J'avais un bon diplôme, j'avais un avenir tout tracé dans ce domaine-là, mais il ne me Mmh. correspondait pas et ça, je l'ai appris à mes dépens, puisque les conditions de travail, la pression que je me mettais sur les épaules aussi, de par ma propre responsabilité, il n'y avait pas que les conditions extérieures qui étaient contraignantes, qui étaient source de stress, mais aussi ma structure psychologique posait problème à cette époque-là, puisque j'avais Mmh. un ego très fort où je me mettais beaucoup de pression avec beaucoup de peur, peur du jugement, peur de ne pas réussir, etc. Et donc je suis arrivé au Mmh. burn-out. euh, et ça a été le déclencheur. C'est à partir de là que j'ai commencé de me poser des questions existentielles
et que Mhm. j'ai compris que c'était pas ma voie et qu'il fallait que je trouve autre chose. Alors de fil en aiguille, je me suis intéressé à d'autres domaines. D'abord l'alimentation parce que j'avais beaucoup de problèmes dans mon corps liés au stress chronique, la fatigue chronique, etc. Donc déjà alléger un petit peu tout ça avec un changement d'alimentation, ça a été ma Ouais, première approche. Et voilà, après le jeu d'accord. des synchronicités, quand tu commences avec intérêt, motivation à chercher ce qui te correspond vraiment, les synchronicités arrivent. Et ça m'a mené à faire la rencontre de thérapeutes. J'ai fait des thérapies énergétiques, la kinésiologie, la réflexologie. J'ai fait des formations aussi dans ce domaine-là. Ah oui. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené à la méditation, à la spiritualité. J'ai découvert Mhm. vraiment la spiritualité sous un autre angle, parce que pour moi, la spiritualité, jusque-là, c'était le catholicisme, en fait. Ça s'arrêtait à ça. J'étais, Ouais. Mhm. je suis catholique, en fait, donc j'allais à l'église, mais pas de façon pratiquante. Je n'ai jamais vécu dans une famille pratiquante, donc j'y allais pour les baptêmes, les confirmations, les mariages, les enterrements. Mais ça se limitait à ça, ma spiritualité, en fait. Bien que, d'une Mhm. façon, je dirais, peut-être on peut dire athée ou agnostique, j'avais une certaine foi, en fait. Je pensais qu'il y avait une intelligence dans le cosmos et que tout ça n'était pas lié au hasard. Et donc ça, c'était déjà une forme de spiritualité à l'état embryonnaire, on peut dire, mais elle s'est vraiment développée après quand j'ai commencé à me poser ces questions existentielles. En tout cas, c'est revenu à la charge, toutes ces questions, et la méditation aussi, les lectures dans tout ce domaine m'ont permis après de façonner ma propre vision des choses, ma propre spiritualité. Ouais, C'est aussi celle que je d'accord. transmets, que j'ai transmis dans mon dernier livre, et quelque chose qui me parle, parce que la spiritualité, je pense que c'est un rapport intime à soi-même, et on ne peut pas convertir les autres à un système de croyance, à un système de pensée, à des dogmes. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et la méditation s'inscrit dans cette dynamique-là. Elle est quelque chose qui ramène à soi notre intériorité pour qu'on se forge notre propre vision des choses. C'est quelque chose qui doit rendre autonome et libre, et pas quelque chose qui doit aliéner Mhm. à un système de pensée, de croyance, de dogme. Voilà, donc ça c'est entre parenthèses et de façon raccourcie mon parcours et ma vision de la spiritualité, comment je la transmets au travers de la méditation. D'accord. Bah, merci beaucoup. Avec Donc, plaisir. en fait, bah, là, tu as un peu répondu à la question, qu'est-ce que t'a apporté la méditation dans ta vie, finalement? Oui, ah, C'est ça, hein? oui, alors c'est vrai que je suis passé Est-ce du que t'as burn-out. apporté d'autres choses? Oui, oui, alors Ouais, j'ai pas parlé d'une chose fondamentale, c'est la connaissance de soi-même. d'accord. La méditation, et je dirais que c'est ça vraiment. Il y a deux aspects en fait. Il y a la connaissance de moi-même, parce que la méditation, c'est une observation de ce qui se passe en soi, une Mhm. observation neutre, équanime, détachée, qui est au-delà de tout jugement. Et ça permet vraiment d'observer, de percevoir tous les schémas de fonctionnement de notre personnalité, de notre ego. Donc il y a Ouais. cette connaissance Mhm. de soi-même qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle l'était par le passé. Et bien sûr, c'est pas terminé parce que c'est tout un cheminement, donc je vais encore approfondir cette connaissance de moi-même. Et puis après, le deuxième grand aspect que la méditation m'a apporté, c'est le mieux-être, en fait, tout simplement. Un plus grand épanouissement, une plus grande liberté d'être, une plus grande fluidité dans l'expression de qui je Mhm. suis. Parce que c'est ça qui est intéressant avec la méditation. C'est une approche différente du développement personnel, mais elle arrive quelque part au même but. Elle va même plus loin que le développement personnel. Parce qu'en accueillant, ce qui est magique dans la méditation, c'est qu'en accueillant les choses sans vouloir qu'elles soient différentes, c'est le paradoxe du changement, en fait, elles se mettent à changer et dans le sens de quelque Mhm. chose qui est plus harmonieux, qui est plus équilibré, qui est plus fluide. Donc c'est ainsi que on parvient à guérir aussi la personnalité, mais sans avoir de visualisation, sans faire de prière, sans mettre des intentions personnelles, sans décréter que Mhm. cet aspect-là de ma personnalité, je n'en veux plus, donc je vais faire une technique comme la sophrologie, l'hypnose ou la PNL ou peu importe toutes les techniques de développement personnel, mais on va pas passer par ce biais-là, mais malgré tout, en fait, on va arriver à une harmonisation. Les alchimistes parlent de transmutation. Donc, les défauts, entre guillemets, ces choses qui nous entravent, qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel, vont être transmutés dans la pratique méditative. Et c'est D'accord. comme le plomb qu'on va transmuter en or, c'est l'image, hein. Nos défauts vont devenir des qualités. On ne va pas se débarrasser de nos défauts, on va les transmuter pour en faire des qualités.
Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça s'applique bien à la pratique de la méditation. On ne se débarrasse de rien en fait, on alchimise. Oh, Et super, ça, magnifique. c'est les deux grandes choses que la méditation m'a apporté. Puis après, il y a Ouais. une chose aussi, peut-être une troisième chose, c'est que j'ai trouvé ma vocation aussi à travers ça. Mm. Et la vocation, ben, comme disait Stendhal, c'est de faire de son métier sa passion. Et c'est source de joie tout simplement parce que je fais ce que Ouais, j'aime c'est vrai. et j'en fais profiter les autres aussi à travers mon propre épanouissement. Et je pense que chacun devrait pouvoir vivre sa vocation parce que quand on vit sa Mm. vocation, non seulement ça donne du sens à la vie, mais aussi ça rend heureux et ça transmet quelque chose de bon pour les autres. Je Voilà. suis tout à fait d'accord. Merci. Donc on a dit qu'on Merci ferait beaucoup. court, hein. Déjà la bombe, ça c'était un développement. Pour les prochaines questions, on ira plus à l'essentiel, mais c'est vrai que c'était aussi important que tu me donnes la possibilité d'expliquer aux gens qui vont nous écouter Oui, quelle est ma démarche, d'où je viens, où c'est tout à fait. que je vais grâce à la méditation. Ouais, merci beaucoup, Frédéric. Et Merci. donc, du coup, pour les personnes qui débutent ou qui ont envie de se mettre à la méditation, est-ce que tu peux dire quels sont certains des bénéfices Oui. à Mhm. court terme et également à long terme que l'on Oui. peut ressentir? Oui. Alors, Ouais. c'est vrai qu'il y a une différence entre le à court terme et le long terme dans la pratique de la méditation. À court terme, on peut attendre des bénéfices, surtout au niveau physique et peut-être aussi au niveau psychologique. Je parlerai après de la dimension spirituelle qui là vraiment se dessine à long terme. Mais d'abord, les gens qui veulent débuter la pratique de la méditation, bah, ils peuvent s'attendre effectivement à avoir des effets positifs sur leur bien-être. Parce que la méditation, quand on calme l'esprit, eh bien forcément, ça va induire un calme, un relâchement au niveau corporel, sans qu'on l'ait induit. Ce sera la question qu'on va parler après, la différence entre la relaxation et la méditation. Et donc D'accord. effectivement, il y a un mieux-être physique, on est plus détendu, on est moins stressé, en tout cas on subit moins les effets du stress, donc ça renforce notre marge intérieure. Ça, c'est des effets plus physiques. Après, psychologiquement, ben, on a peut-être un peu plus de détachement par rapport aux événements qui surviennent, une capacité de recul. C'est aussi cette marge intérieure, hein, on est moins à fleur de peau, on réagit de façon moins à vif. Mais ça Mhm. reste des bénéfices qui sont au niveau du petit moi. Ça, il faut le savoir pour les personnes qui débutent. Quelles sont leurs intentions? Est-ce qu'elles veulent juste un bien-être physique, psychologique, se faire du bien simplement, ou est-ce qu'elles veulent aller plus loin avec un intérêt de transcendance de l'individualité? Alors là, on est vraiment dans une démarche spirituelle, de dépassement du petit moi, pour s'ouvrir à quelque chose de transcendant qui est notre véritable nature, l'être primordial, le soi, le divin en soi, le moi suprême, peu importe comment on l'appelle, qui va nous amener à ressentir l'unité entre toutes choses. Il n'y a plus cette impression de Mhm. séparation entre le petit moi qui est transcendé et puis le reste. Donc on tombe dans l'unité, c'est ce que les sages ont appelé, comme dans le bouddhisme, le nirvana par exemple. Jésus, c'est l'expérience du royaume de Dieu, il en parlait comme ça. Euh, la transcendance, l'unité, la non-dualité aussi à un certain niveau. Là, on va vraiment chercher autre chose que simplement les bénéfices pour le petit moi, pour vivre mieux dans sa Mhm. vie. Et c'est une autre démarche. Alors après, D'accord. effectivement là, on est sur du long terme parce que pour arriver à cet état d'unité de la conscience, eh bien, il faut purifier le petit moi de tous ces conditionnements qui le maintiennent dans l'illusion moi et les autres, la dualité, hein, Mhm. Mhm. l'identification à ce petit moi. Et ça, ben, c'est une pratique de longue haleine. Voilà. Moi, c'est la démarche dans laquelle je D'accord. suis engagé. Mais après, je Mhm. précise toujours que l'un n'empêche pas l'autre. On peut, au début, moi, j'ai vers la méditation d'abord pour pacifier un petit peu tout ça, hein, ces problèmes de santé, euh, ce mal-être que je ressentais. Donc, ça peut être tout à fait une approche au départ. Et puis après, les gens décident est-ce qu'ils veulent aller plus loin ou pas. Voilà. Hmm. D'accord. Et en fait, donc pour toi, c'était quand même bon, c'était une démarche pour prendre soin de toi à la base, non? Oui, Pour observer tes schémas, tes blessures, guérir tout ça, faire comme l'alchimiste en fait, transmuter tout ça. Tu parlais tout à l'heure là. oui, Et il y a des personnes en fait qui se mettent à la méditation, peut-être juste simplement pour revenir à soi,
pour, euh, pour se calmer, tu vois, une démarche qui n'est pas du tout spirituelle. Est-ce Oui, que, mhm, enfin, c'est possible aussi, hein, bien sûr, de ouais. juste rechercher, voilà, je sais pas, une paix intérieure en fait, Oui, peut-être. oui. Oui, c'est Ouais. possible. Après, Ouais. c'est important aussi d'être conscient que si on cherche la paix intérieure pour échapper au mal-être, il y a toujours Ouais. une démarche conditionnelle dans l'approche de la méditation. Et justement, alors à ce niveau-là, on va peut-être avoir des bénéfices à court terme, mais on ne dépassera jamais, on ne parviendra jamais à alchimiser les névroses, les blessures. À ce niveau-là, c'est comme si en fait, on va mettre une couche de vernis au-dessus de tout ça. Et il y a beaucoup de gens en fait qui Hmm. prennent l'approche de la méditation sans savoir ça. Il y a toujours cette conditionnalité, ces attentes en arrière-plan. Il y a toujours une forme de contrôle quand on est dans la méditation et on n'est pas dans l'accueil inconditionnel. Donc effectivement, à très court terme, ben, le fait de se poser, d'observer sa respiration, ça va déjà produire des bénéfices, un mieux-être, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais si en arrière-plan, il y a toujours cette optique, je veux me débarrasser de ce dont j'aime pas pour aller mieux, eh ben voilà, on sera toujours bloqué à un certain niveau. C'est comme si on Ouais, méditait pour de mauvaises raisons au niveau spirituel. Voilà. Mais après, d'accord. voilà, les gens, c'est bien qu'ils le sachent. Peut-être que ils sont OK avec ça. OK, ben moi, je suis dans une dualité, mais ça me fait quand même du bien, donc je continue comme ça. Mais il faut le savoir, par contre, pour pas se faire Hmm. d'illusions, pour pas se méprendre sur ce qu'est véritablement la pratique de la méditation. D'accord, merci beaucoup hein, pour cette réponse. Elle était très intéressante. Du coup, maintenant, un peu plus, on va rentrer dans le concret. Mhm. Comment fait-on pour méditer, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour commencer à se mettre en état méditatif? Est-ce qu'on doit avoir une pensée? Est-ce qu'on doit visualiser quelque chose? Donc, comment débute-t-on une séance de méditation? Alors là, il n'y a pas de règle absolue, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient pour rentrer dans sa méditation selon sa sensibilité. Mais je vais donner quelques clés comme ça qui peuvent voilà, inspirer les gens si vraiment ils sont au tout début. Moi, ce qui m'aide et ce qui continue de m'aider, c'est d'avoir une petite ambiance. Alors j'ai mon coin de méditation, ce qui ne veut pas dire que je me limite à ça, parce que la méditation, je peux aussi la vivre dans la nature. Mais avant de Hmm, pouvoir vivre la méditation partout, ce qui demande déjà une certaine pratique pour pouvoir vraiment le vivre, je pense que c'est important de se préparer un petit coin, de se mettre dans une ambiance, pourquoi pas brûler un bâton d'encens, mettre une bougie, pourquoi pas mettre aussi un vêtement qui nous donne cette idée, ah ben je suis dans la méditation, faire une coupure par rapport au tumulte de la vie quotidienne. C'est, hmm, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il y a un aspect sur l'inconscient des symboles. Et le fait, pour un cuisinier par exemple, de se mettre dans une tenue avec un tablier par exemple, ou un chapeau, il y a quelque chose qui se met en branle au niveau du subconscient. Et le subconscient est déjà impacté, il accepte déjà l'idée de la méditation. Donc voilà, se mettre dans une tenue à l'aise par exemple, ce petit coin de méditation avec son zafou, ses coussins, une pièce peut-être qu'on va consacrer à ça, qui n'est pas dans le salon où d'accord. l'enfant il joue aux jeux vidéo par exemple. Donc voilà, Hmm, ça c'est des choses qui paraissent banales, mais elles peuvent aider au début à concentrer l'esprit. L'environnement d'accord. extérieur, dans un haut niveau de méditation, n'a plus aucune importance, mais pour le débutant, c'est par contre important. Hmm, d'accord, Après, les merci. phrases, les visualisations, non, moi personnellement, on peut directement entrer dans la méditation, même pour un débutant, en concentrant l'attention sur la respiration, par exemple. Ça va très bien, il n'y a pas besoin de passer par des étapes intermédiaires. D'accord. Donc juste, on choisit un petit coin, on s'assied et puis on prend conscience de la respiration, tout Voilà, ça simplement. c'est un exemple. On peut prendre conscience aussi de la zone du bas-ventre. La méditation, si on veut pratiquer la vraie méditation, on n'utilise pas d'image, pas de visualisation. Parce que l'image, la visualisation, c'est déjà une forme d'induction. C'est quelque chose qu'on utiliserait dans Hmm, l'hypnose, dans la sophrologie. Mais la d'accord. méditation, Hmm, on n'induit rien. Donc, on pose l'attention en pleine conscience. C'est vraiment une notion clé de la méditation, la pleine conscience, quelles que soient les techniques. C'est toujours la pleine conscience en toile de fond. En fait, la pleine conscience, c'est le dénominateur commun de toutes les méthodes de méditation.
S'il n'y a pas de pleine conscience, il n'y a pas de méditation, hein, pour dire les choses simplement. Donc on met l'attention en pleine conscience sur un phénomène. On va dire que c'est l'objet de la contemplation. Ce sur quoi on focalise l'attention, c'est quelque chose qui peut être à l'intérieur du corps, comme par exemple la respiration, ou c'est quelque chose qui peut être à l'extérieur du corps, comme un point contre le mur par exemple. Là, c'est la visualisation qu'on va solliciter pour entraîner la pleine conscience. Ça peut être un son par exemple. Ça peut être la flamme d'une bougie. Ça peut être l'odeur de l'encens du bâton qu'on aura allumé. Tout ça, c'est les objets, Hmm. c'est les phénomènes sur lesquels on va mettre l'attention. Et on va chercher à concentrer cette attention en pleine conscience. Qu'on soit débutant ou pratiquant aguerri, un maître de méditation, c'est toujours la même chose en fait. Ce qui va différencier un débutant d'un maître de méditation, c'est la capacité à maintenir la concentration plus ou moins longtemps, tout simplement. C'est la seule différence. D'accord. Mais un débutant, c'est ce que je propose dans mes méditations guidées, c'est l'entraînement à la pleine conscience, tout simplement. Alors la Oui. respiration, c'est un exemple, mais ça peut être le bas-ventre, ce qu'on appelle le hara dans la tradition orientale. C'est un centre d'énergie à l'intérieur du ventre. Hmm. Ça peut être un scan du corps, on va passer en revue les différentes parties du corps, un balayage. Ça peut être la zone des narines. Ça peut être, on peut même à un certain niveau s'observer soi-même en tant qu'observateur, mais ça c'est déjà pour des niveaux un peu plus avancés. Donc c'est à chacun de trouver Oui. après euh, l'objet sur lequel il a envie de concentrer son attention. Le Bouddha préconisait pour les D'accord. débutants la respiration, parce que c'est quelque chose qui est facile à ressentir. Contrairement au hara, qui est des fois une zone un peu plus insensible, hein, chez certaines personnes. Hmm. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, pour toi, quelle est la différence entre la méditation et la relaxation? Alors il y a une très grande différence dans l'approche. Par contre, on peut arriver au même but. Alors je vais développer un petit peu. Ah. Comme je Mhm. l'ai dit tout à l'heure, dans la méditation, on n'induit rien. Il n'y a pas d'attente et puis il n'y a pas d'intention particulière. On n'émet aucune volonté. Alors que dans la relaxation, eh ben, on décide consciemment des muscles qu'on va détendre. Il y a une commande Mhm. mentale, il y a une attente, il y a une D'accord. volonté, il y a une intention. Alors que dans la méditation, c'est un grand lâcher-prise. Par exemple, un exemple concret, hein, qui va permettre de bien comprendre la différence entre les deux. J'ai une tension au niveau du bras gauche. Dans la méditation, je vais ressentir cette tension sans aucune attente. Je ne vais pas chercher à la détendre. Je vais simplement ressentir la vibration telle qu'elle est. La conscience focalisée sur un phénomène, sur l'objet de la contemplation. Dans la relaxation, par contre, je vais dire, ah bah tiens, cette tension, je ne veux pas qu'elle soit telle qu'elle est, je vais la relâcher. Donc il y a une commande mentale, il y a une induction. On induit un D'accord. changement d'état. Dans la méditation, on n'induit aucun changement d'état par notre volonté personnelle. Et quand je disais que la méditation et la relaxation arrivent au même but, c'est qu'en fait, par un chemin différent, c'est qu'en fait, dans la méditation, comme on n'induit rien, il y a une sorte de calme mental qui va s'installer, et ce calme mental va désactiver tous les facteurs de stress au niveau de l'esprit qui pouvaient maintenir le corps sous tension. Et donc on arrive à un relâchement de façon indirecte. D'accord? Hmm. C'est pour ça qu'on arrive au D'accord. même but, mais par un chemin différent. Et l'avantage de la méditation, c'est qu'il permet justement cet apaisement du mental, tandis que dans la relaxation, on est toujours en contrôle. Ben, je relâche ce Hmm. muscle-là. Mais le problème, c'est que quand la tension, elle est justement induite par un schéma de pensée, si on ne pacifie pas le mental, cette tension qu'on aura relâchée là, elle va se manifester ailleurs. C'est un petit peu comme l'image d'un maître qui Ouais. disait, Hmm. si je suis en train de chuter dans un précipice, et puis que je m'attrape à une branche, si je lâche cette branche, mon autre main va en prendre une autre. Voilà. C'est un petit peu, c'est un mécanisme de survie en fait. Donc tant qu'il y a cette part profonde de nous-mêmes n'a pas été apaisée, ce qu'on va relâcher va créer une tension ailleurs. Et le déséquilibre continuera d'être maintenu. C'est pour ça que la relaxation, c'est une approche à court terme, tandis que la méditation, c'est une approche où on va à long terme, où on va soigner le mal à la racine. Et s'il y a des tensions dans le corps, D'accord. on ne va pas travailler directement sur elles, parce que ça c'est périphérique, c'est l'aspect, c'est la pointe de l'iceberg, on va dire. On va travailler en profondeur sur les causes profondes, dont ces tensions ne sont que les symptômes en quelque sorte. Hmm. Voilà la D'accord, je vois. différence. Merci beaucoup.
Ok, super. Alors, il y a différents types de méditation, hein. Donc, on a la méditation pleine conscience, Oui, mindfulness, on a la heartfulness aussi, que j'ai pratiqué quelques années. On a méditation transcendantale, zen, vipassana. Enfin, il y en a plusieurs. Je vais peut-être pas toutes les nommer parce que je les connais pas toutes. oui. Mais du coup, comment on fait pour trouver la méditation qui nous correspond le mieux en fait? Il y Alors, en a tellement. oui, eh Comment ben, choisir? euh, je dirais qu'il faut tâter le terrain, en fait. Il faut faire des expériences. D'accord. On ne peut pas Ouais. savoir avant d'avoir testé une méditation, une technique de méditation, si elle nous convient. Il faut la pratiquer, il faut l'expérimenter, Mm. et sur une suffisamment longue durée. Et ça, je précise bien, c'est quelque chose d'important parce que les gens, souvent, il y a une sorte de recherche effrénée comme ça, de stimulation. Ils passent d'une technique à l'autre, c'est un peu de tourisme Ouais. spirituel. Et en fait, ils essayent, tout de suite le mental va dire ah ben non, ça m'apporte pas les bénéfices que j'attends, donc ça ne me convient pas, et ils passent à une Mm. autre. Mais c'est pas ça la D'accord. méditation. Parce que si on ne cherche que les effets à court terme, eh bien quelque part, je ne sais pas s'il y a une technique vraiment de méditation qui va apporter ces bienfaits. La méditation, pour apporter des bienfaits profonds, implique une régularité, une persévérance, et si on saute d'une technique à une autre, ben, on ne va jamais vraiment les approfondir et trouver ces bienfaits plus profonds. Donc c'est important de Mm. tester plusieurs techniques, mais pas de sauter de l'une à l'autre comme on sauterait du coq à l'âne en fait. Il faut vraiment expérimenter pendant un moment. Voilà. Et puis, bah, moi, c'était mon cas, hein. J'ai été initié à beaucoup de techniques de méditation, des formes de yoga aussi, même d'arts martiaux internes, de Ouais. qigong. Et ça m'a permis vraiment de sentir ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas, en fonction de ma sensibilité, en fonction de mes capacités aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités de concentration à la base. Et, et voilà, donc j'ai pratiqué plusieurs formes de techniques, parfois longtemps, comme Vipassana, j'ai fait ça 2 ans par exemple. Le Sun Yoga, j'ai fait ça 1 année et demie par exemple, qui est une autre forme de pratique méditative. J'ai Mhm. fait du Japa Yoga aussi, qui consiste à concentrer l'attention sur un mantra. Ça, j'ai fait quasiment 2 ans aussi. Donc vraiment, j'ai approfondi ces techniques. Jusqu'au D'accord. jour où en fonction de tout ce que j'ai accumulé comme expérience, je suis arrivé au point où j'ai pu mettre au point ma propre technique. Et ça, c'est vraiment, je Mm. pense, Ah, après plusieurs années qu'on peut arriver à ça. Et je pense que c'est vraiment le but d'arriver à ça. Parce que quand on crée sa propre technique, déjà il faut bien se connaître aussi, hein, pour pas s'illusionner, pour pas prendre une technique finalement qui fait les intérêts du petit moi parce qu'il est uniquement dans sa zone de confort, hein, c'est pas ça. oui. C'est une Mhm. technique qui nous permet vraiment d'aller à l'essentiel et puis de travailler correctement. Parce que travailler correctement, c'est atteindre l'équanimité dans la méditation. Donc voilà. Mm. Et je pense effectivement, pour Tu- revenir à ce que je mm. disais, qu'il faut à un moment donné s'approprier les choses et puis créer sa propre technique. C'est ce qu'ont fait tous les maîtres en fait. Le Mm. Bouddha, il a créé sa propre technique. Ramana Maharshi aussi, par exemple. Et plus contemporain encore, Christophe Alain a créé sa propre technique. Et lui, c'était rigolo. Et je cite souvent cette anecdote pour expliquer là, ces choses-là, pour montrer à quel point c'est personnel finalement une technique. À un moment donné, il a lâché toutes les techniques qu'il avait pratiquées et il s'est mis à pratiquer la méditation en étant allongé dans son lit pendant 4 heures par jour. Et il regardait le plafond, un point contre le plafond. Ouais. Et c'était Mhm. ça sa technique de méditation. Donc on voit que finalement, Mm. il n'y a pas besoin d'avoir une posture particulière, des mudras, Ouais. le lotus, etc. Non, 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 ça, c'est des choses qui peuvent encore être limitantes à un certain niveau. Vipassana, par exemple, il y a Ouais. un protocole, on va scanner le corps, mais c'est pas forcément la méthode qui va à long terme convenir à la personne. Mais c'est important de passer D'accord. par ces techniques, d'être initié, et ça, je pense que c'est très important que les gens qui nous écoutent l'entendent. Euh, c'est important d'être initié d'abord à des formes de pratiques traditionnelles pour ne pas partir sur des mauvaises bases dans la méditation. Parce que sinon, on peut D'accord. passer des années à méditer, mais à méditer faux. Et puis finalement, à renforcer ce dont on aimerait se débarrasser, on renforce la dualité, donc on renforce l'ego. On renforce cette part de nous qui contrôle. Mm. Et il faut partir sur des bonnes bases, et c'est pour ça que l'initiation est importante. La méditation guidée, c'est pas une initiation, ça permet, entre guillemets, de s'initier à la méditation dans ses aspects basiques, mais à un moment donné, il faut vite passer à une initiation traditionnelle. Mhm.
Voilà, c'est Hmm, très important. d'accord, d'accord, merci. Et du coup, toi, ta technique, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors ma Ouais? technique, elle est très simple. Je vais la décrire simplement parce qu'il y a tout un protocole que je transmets durant les stages d'initiation, mais dans l'absolu, cette technique consiste à envelopper de conscience, de présence, tout le champ d'existence individuelle. Donc ça veut dire le corps, l'énergie qui anime le corps, donc se sentir de l'intérieur, mais aussi observer la conscience de ce champ d'énergie, la conscience de l'âme, l'observateur, hein. On peut appeler ça l'esprit aussi avec un E minuscule. C'est ce siège de la conscience qui est situé dans l'individualité au niveau de la glande pinéale, donc au centre de la tête. Donc la méditation primordiale consiste à faire l'effort de poser l'attention de la façon la plus vigilante et concentrée possible sur ces deux niveaux en même temps, c'est-à-dire la conscience elle-même, ce qui perçoit, et puis le domaine des sensations, des phénomènes qui se manifestent par le champ d'énergie du corps. Voilà donc, et quand on observe Hmm, le plus simultanément possible, par un effort de recherche intense, concentré, ces deux niveaux ensemble, eh bien, il y a cette impression d'envelopper de présence tout le champ d'existence individuel, tout ce petit moi en fait. Et ça va permettre hmm, de s'en détacher, de se désidentifier de toute forme de schéma de pensée et donc d'aboutir au calme mental, qui est le but finalement de toutes les formes de pratiques méditatives, calmer le mental. oui, Et d'entrer dans ce que les orientaux appellent l'équanimité, c'est-à-dire la paix de l'esprit. Et d'accord. pourquoi arriver à ce calme, à cette paix de l'esprit? Eh bien, c'est parce que à ce moment-là, il n'y a plus le voile des pensées qui s'interpose entre l'âme, ce champ d'existence individuelle, et puis la pure lumière de l'être que nous sommes en essence. Et c'est là que le processus d'alchimie va pouvoir commencer. Parce que pour qu'une alchimie s'opère au niveau de l'âme, pour transmuter le plomb en or, c'est-à-dire les défauts en qualité, il faut que l'âme, elle Hmm, soit touchée, elle soit pénétrée, elle soit imprégnée par l'influence spirituelle de notre être primordial. C'est pour ça que j'ai appelé cette méthode la méditation primordiale, parce qu'elle nous place au niveau de l'être primordial sans voile, sans filtre. Et en tant que cet être primordial, on va pouvoir comme ça imprégner l'âme de cette lumière que nous sommes en essence, mais sans aucun effort de volonté. C'est simplement un effort de mettre hmm. l'attention pure. C'est une pure conscience. On revient à cette notion de pleine conscience. Et puis, on laisse la nature faire les choses. Tout comme finalement la graine va devenir une fleur par ses propres moyens. Il suffit d'exposer sur elle de la lumière, lui donner des nutriments. Mais c'est elle qui pousse toute seule. Elle sait très bien comment pousser. Il n'y a pas à mettre la volonté du mental. Mhm. D'accord. Voilà. C'est ça la Bah, méditation merci primordiale. beaucoup. Avec plaisir. D'accord, super. Et donc c'est la méthode que je pratique. Voilà, depuis 2 ans aussi. D'accord. Donc, il y a 2 ans, hem, tu as commencé à la pratiquer, mais comment ça t'est venu en fait? Tu t'es inspiré un petit peu de différentes méditations, traditionnelles? Oui, c'est ça, c'est C'est ça? exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé la pratique qui m'a le plus fait progresser dans mon approche de la méditation, c'est Vipassana. Ah d'accord. Parce que là, j'ai vraiment compris, grâce à Vipassana, ce que c'était que l'équanimité. D'ailleurs, les gens qui ne sont pas intéressés par la méthode que je transmets parce elle leur paraît peut-être trop compliquée ou trop abstraite, alors je les dirige spontanément vers Vipassana. Parce que Vipassana, ça reste pour moi la forme de pratique méditative qui est la plus efficace, vraiment pour calmer le mental, Mmh. pour atteindre cette fameuse équanimité. Donc j'ai pratiqué D'accord. Vipassana pendant à peu près 2 ans, mais j'ai remarqué à un moment donné que voilà, il fallait que j'intègre un autre élément. Et cet autre élément, il est venu aussi d'une tradition orientale qui est enseignée par des grands maîtres comme Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj, qui en fait, ou peut-être plus contemporain encore Eckhart Tolle en Occident, c'est l'observation de l'observateur lui-même. Eckhart Mmh. Tolle, par exemple, qui est très connu, donc je peux en parler, les gens connaissent, Oui, oui, oui. il, il parle beaucoup du champ d'énergie de l'âme, mais aussi plus rarement d'observer la conscience elle-même, être conscient d'être conscient, ce qu'il appelle l'espace intérieur. Donc voilà, je vais pas revenir sur tout mon parcours qui m'a fait arriver à la méditation primordiale. D'ailleurs, je l'explique
dans ma biographie qui est inclus dans mon livre. Donc les gens qui sont intéressés pourront se reporter à mon Voilà. histoire là, qui est plus, qui entre plus dans le détail. Mais à un moment donné, je me suis dit, D'accord. ben tiens, je vais cumuler les deux méthodes et je vais voir ce que ça donne. Donc je vais mettre l'attention sur le corps et en même Hmm. temps, je vais observer celui qui est conscient du corps. Et puis c'est là que je me suis dit, Hmm. waouh, mais c'est juste génial d'inclure les deux niveaux en même temps, alors que d'habitude on ne fait qu'un niveau ou l'autre, jamais les deux en même temps. Et là j'ai vu que Hmm. c'était d'autant plus efficace pour calmer le mental. Parce qu'en observant celui qui médite, eh ben, ça le neutralise, il ne peut plus contrôler. Alors qu'avant, dans Vipassana, moi, ce qui rendait cette pratique difficile, c'est que souvent, j'étais dans une forme de contrôle. Donc, j'étais pas équanime. Je voulais que les sensations soient agréables. Et donc, voilà, il y avait un refus, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Hmm. samskaras. Les sankaras, c'est les conditionnements mentaux. Et dans Vipassana, j'ai remarqué que voilà, il y avait beaucoup plus de contrôle en arrière-plan, tandis que si j'observais celui qui contrôle, ça le neutralisait d'autant plus efficacement. Et c'est pour ça que j'ai commencé Hmm. là à mêler les deux techniques en fait, et à créer la méditation primordiale, qui est Super. simplement l'alliage, l'assemblement de ces deux grandes formes de méditation. Merci beaucoup. Ça a l'air Avec très plaisir. intéressant. Oui, et c'est surtout efficace. Ouais, Ouais. Ok, donc maintenant je vais te poser quelques questions un petit peu plus pratico-pratiques, on va dire. oui. Euh, combien de temps faut-il pour apprendre à méditer? Et après combien de temps on peut ressentir les bienfaits euh, de la méditation quand on pratique quotidiennement, je veux dire, hein. Oui, oui, ça c'est une clé importante, c'est la régularité. Même quand Mm. on est débutant, si on veut avoir des effets, il faut pratiquer un peu tous les jours. On parlera peut-être après de combien de temps on doit Ouais. méditer. Mhm. Mais du coup, c'était quoi la question de départ? C'était combien de temps Ah, combien de temps? Oui, faut-il pour apprendre à méditer en fait? oui. Ben en fait, je dirais que ça dépend des capacités. C'est comme quand on veut apprendre une langue. Est-ce qu'on est doué pour les langues ou pas? Tout simplement. Ça ne veut pas dire D'accord. que on va pas pouvoir apprendre si on n'est pas doué pour les langues. Mais il faudra peut-être plus travailler que certaines personnes qui ont plus de facilité. Et on n'est pas tous égaux. On a tous un ego, mais on n'est pas tous égaux au niveau de notre capacité à nous concentrer. Et il y Hmm. a en fait, tout dépend de la capacité de concentration dans la méditation. Et les personnes qui ont une très D'accord. faible capacité de concentration, qui au contraire ont une grande tendance à la dispersion, eh bien, elles devront mettre un peu plus d'accent sur l'apprentissage, sur la pratique au départ. Ça sera moins fluide et moins facile pour elles. Mais il ne faut surtout pas se démoraliser parce que c'est normal. Il faut dire qu'on vit dans une société où dès notre plus tendre enfance, on est bombardé de stimuli qui vont Ouais. maintenir l'attention en périphérie et qui vont la déporter d'un stimulus à un autre et qui vont Hmm. renforcer cette tendance à la dispersion. Donc, dès notre plus tendre enfance, on appauvrit cette capacité de concentration. Et donc, on va dire que c'est le lot de tous les êtres humains à l'heure actuelle. La capacité à se concentrer est devenue faible, elle s'est appauvrie. Donc, Ouais. Mhm. au départ, il faudra, voilà, ce sera difficile. Je prends souvent l'image d'un muscle, le bras par exemple, il y a le biceps et puis il y a son antagoniste, le triceps. Alors, cette Mhm. capacité à la dispersion, elle est bodybuildée, hein, ça serait un biceps vraiment volumineux. Et puis la capacité à la concentration, l'antagoniste, c'est le triceps qui est tout atrophié. Donc au début, forcément, si on va travailler ce triceps, c'est comme si on retourne au fitness après des mois d'absence, ça va être douloureux. Et les gens vont se dire, ah mais j'ai Ouais. du mal à méditer, c'est difficile pour moi, j'y arrive pas. Hmm. Et puis ils vont se démoraliser et puis ils vont abandonner. Et ça, c'est bien dommage. C'est là qu'il faut persévérer et se dire, ben voilà, on n'a rien sans rien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je vais devoir travailler. Et je progresserai Hmm. d'autant mieux que je suis régulier et que je persévère. Et ça, c'est vraiment important. C'est une Hmm. clé. Si on attend de la méditation la facilité, alors on risque forcément d'être déçu. Mais après, je ne peux pas répondre à Ouais. la question combien de temps ça va mettre pour Ça apprendre. dépend pour Ça chaque dépend. personne. Ça dépend pour Ouais. chaque personne. Mais après, quelque D'accord. part, euh, aucune importance, j'ai envie de dire. Si on a une très faible capacité de concentration et que ça met plus de temps pour arriver vraiment à commencer de méditer, de calmer l'esprit, eh ben, aucune importance parce que finalement, c'est l'effort de concentration qu'on va faire du mieux que l'on peut dans l'instant qui importe. C'est, comme le disent les taoïstes, hein, le but c'est le chemin. C'est pas le sommet de la montagne Oui. qui est le but. C'est l'effort que l'on Mhm. fait ici et maintenant pour progresser sur ce chemin et arriver un jour peut-être à la montagne, au sommet de la montagne. Ou, Oui. ou pas, mais ça n'a aucune importance parce que Oui.
tout ce qui est important, c'est l'effort que l'on fait ici et maintenant pour travailler correctement dans la méditation. Et ce travail correct, c'est l'effort de concentration juste. Je vais encore être plus précis, Mm. l'effort de concentration de l'attention juste. L'effort de concentration en pleine conscience. Voilà. Et Mm. comme je le dis souvent dans mes ateliers, dans mes cours de méditation, si quand je fais cet effort de concentration, je reste dans la pleine conscience qu'une fraction de seconde, eh ben c'est déjà ça. C'est déjà ça d'acquis en Mm. fait. Ça va déjà produire un effet, ça va déjà calmer l'esprit, alors sur un laps de temps très court, mais aucune importance. Ce qui va par contre être très important, c'est dès que je perds cette équanimité, cette attention juste, je repars dans les pensées, dans les rêveries, peut-être pendant de longues minutes, c'est que je fasse cet effort de revenir à l'instant présent. C'est ça qui sera très Oui. important. Donc, je donne un exemple concret. Si je fais une méditation d'une demi-heure, puis que pendant ces une demi-heure, pendant 29 minutes, j'ai été dans les rêveries, mais qu'à chaque fois que j'en ai eu la capacité, que je me suis rendu compte que j'étais dans la rêverie, Mm. je suis revenu à l'instant présent, même pour quelques Mm. secondes, quelques fractions de secondes, et bien là, ma méditation, elle est réussie. Parce que quand je Ah suis oui. parti dans une rêverie, et puis que j'ai pas conscience, que je suis inconscient, hein, je suis dans le rêve, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Ben rien. Par contre, je peux faire quelque chose quand je me dis, ah ben tiens, j'étais en train d'être dans la rêverie, et c'est là que c'est important de faire l'effort de revenir à la concentration. Par contre, si à ce moment-là, je me dis, ah ben mince, j'y arrive pas, je suis nul, la méditation c'est pas fait pour moi, je suis pas capable, etc., j'y arriverai jamais, eh ben effectivement, on n'y arrive pas parce qu'on est dans le mental, et puis en plus, ben, on se dispense de faire cet effort de concentration pour revenir. Voilà, donc ça, ça fait partie des bases fondamentales pour apprendre la méditation, et c'est important de les poser aussi pour les gens qui vont débuter dans la méditation. Ça permet de partir Mm. correctement et de ne pas se démoraliser, se décourager, parce qu'il faut savoir, et ça, euh, il faut en être conscient, la méditation au début, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est Mm. pas facile. Il ne Oui. faut pas se décourager. D'accord. On Ouais, bah, progresse, merci hein, beaucoup. on Ouais. progresse Mm. forcément. Avec plaisir. Ouais. Parce que tu dis les choses et c'est, t'essayes pas de, tu vois, d'enrober, de dire, voilà, c'est simple. Non, j'aime bien ta manière d'en parler en fait, parce qu'on sait exactement, enfin, plus ou moins à quoi s'attendre et on Oui. sait que c'est pas évident, mais qu'il faut pratiquer et que ben, ça viendra et qu'il faut revenir tout le temps à l'instant présent. Mais oui, parce Et, que forcément, c'est ça le plus important. c'est important que Mm. je le fasse, que je mette les choses au clair, parce que si je disais par exemple, euh, là où j'en suis maintenant, que je dévoilais que les bénéfices de la méditation à long terme, Mm. cet épanouissement de l'âme, cette fluidité, alors je donnerais une image, une certaine image d'épinal de la méditation, et puis les gens qui débuteraient Mm. et qui seraient face à Mm. tout l'inverse, des Mm. réactions du mental, des pensées Mm. négatives, de l'impatience, de l'énervement, se diraient mais j'y Mm. arrive pas, je suis incapable, et donc Tout à il se fait. découragerait et il se dévaloriserait. Et ça serait vraiment pas le, le juste positionnement parce que moi, si je parlais de mes débuts, ben c'était ça. Donc il vaut mieux. Ben oui, moi pareil. Ben Et j'ai voilà. pas eu quelqu'un comme toi qui m'a dit mais non, c'est pas grave, c'est normal. Mhm. Voilà, et, quand je lisais des livres sur la méditation, c'était à chaque fois voilà, les bénéfices, Ben oui. Ouais, ouais. mais pas le chemin. Et ouais, Il ouais, c'est parlait de la ça. montagne, mais pas du chemin. Exactement. Ouais. Et il faut parler du chemin, au contraire. La montagne, c'est la cerise Ouais. sur le gâteau. C'est les fruits qu'on va récolter de la pratique. Et de la pratique Mm. qui sera parfois très difficile. Mais ces obstacles sur le chemin, ils font partie de la quête spirituelle et il faut apprendre aussi à les accueillir et c'est là qu'on commence vraiment à progresser. Quand on devient tolérant avec soi-même, d'où dans cette capacité d'accueil inconditionnel de nos incapacités, de nos faiblesses, et Mm. ben là on commence vraiment à progresser. Là on commence à faire la paix dans ce petit moi. On n'est plus en conflit avec des aspects qu'on n'aime pas, qu'on voudrait être débarrassé, etc. Donc ça c'est important, Mm. ça fait partie des clés de la méditation, tout comme du développement personnel d'ailleurs à un certain niveau. Hein, là, être Mm. en phase avec soi-même, aligné sur ce qui est, dans cette capacité d'accueil. Mm. Donc du coup, en fait, quand toi tu ressens des choses, est-ce que tu prends un moment pour accueillir au moment où tu fais ta méditation ou tu attends la fin de ta méditation pour pouvoir accueillir ces émotions ou ces pensées Oui, peut-être de schémas conditionnés qui apparaissent en fait dans ta tête? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un temps après ou pendant? pendant. Mhm. Pendant.
D'accord, ok. Faut battre le fer quand il est chaud, comme D'accord. on dit. Ok, Oui, non, d'accord. c'est important. Moi, je pars du principe que s'il y a une émotion, là, on va pas parler des émotions plus que des sensations physiques, proches du corps physique comme des douleurs, mais plutôt Oui, quelque chose que d'accord. l'âme Mhm, dévoilerait, une sorte de catharsis, quelque chose qui remonte de l'inconscient, des souvenirs chargés d'émotions. Euh, mhm. je pars du principe que c'est un message que l'âme nous envoie et qui sollicite l'attention de la conscience, l'attention du pur esprit pour être accueilli. C'est comme si l'âme disait, ben voilà, là j'ai besoin d'amour en fait. J'ai besoin, et là je parle d'amour avec un grand A, cet accueil Hmm, neutre, inconditionnel, la bienveillante neutralité comme certains l'appellent, ou la sainte indifférence, c'est-à-dire indifférent dans le sens où je ne suis pas dans l'attachement à uniquement ce qui est agréable ou dans le rejet de ce qui est désagréable. J'accueille les choses telles qu'elles sont. Il parle aussi d'une forme d'accord. de détachement, hein, d'abandon à ce qui Hmm, est. L'âme, elle révèle ça parce que c'est pour solliciter cet amour inconditionnel. Elle veut que ces aspects-là qui par le passé ont été réprimés soient cette fois-ci aimés pour qu'ils puissent atteindre la libération, ce qu'on appelle la transmutation, hein, leur alchimisation. Et c'est hmm. précisément là où on va transmuter la matière psychique de l'âme. C'est quand quelque chose se révèle et qu'on met l'attention dessus. C'est comme un signal d'alarme, un rupteur qui s'allume. Il faut le tenir, il faut le prendre en considération et pas Hmm. regarder ailleurs ou mettre la poussière sous le tapis, comme on dit, hein. Ouais, 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 ouais. Et le Mhm. faire après, je serais con, je dirais que c'est pas la bonne démarche parce que si on le fait après, peut-être que l'émotion, elle aura été réprimée pendant la méditation et qu'elle va plus vouloir se dévoiler. Donc on va dire, bah, mentalement, non, là je vais revenir Hmm. dessus, il faut que cette émotion, elle se ravive de nouveau, mais là, elle a sa propre loi, elle a sa propre raison, elle va pas faire ce que le mental veut forcément, hein. Donc Hmm. là, après, ça donnera plus rien en fait, parce qu'on sera pas on sera dans une attente mentale. Tandis que si ça Hmm. vient dans l'instant, on n'a rien voulu, le mental n'était pas là, c'est l'âme qui a décidé de se dévoiler. Et quand elle décide de se dévoiler, D'accord, c'est que elle pense que c'est le moment pour elle d'être accueillie. Et il faut respecter ce moment. d'accord, Mhm. Il faut lui consacrer d'accord. vraiment cette pure présence d'amour. D'accord, très bien. Bah, du coup, en fait, la question suivante, c'était combien de temps prend une méditation? Combien de temps dure une méditation? Mais du coup, là, avec ce que tu me dis, ben, ça dépend, non? Parce que tu peux rester un petit instant à accueillir cette émotion. Oui, Ou si jamais tu n'en as pas, ben, du coup, enfin, c'est ça, la durée de ta méditation varie, en fait, finalement, non? oui. Alors, je vais juste Oui, apporter une d'accord. précision. Je répondrai clairement à cette question juste après, mais je vais revenir sur la question précédente. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu Oui, posais la question d'accord. suivante. Ce qui Oui, est oui. important aussi, c'est quand on a une émotion, justement de se maintenir dans l'équanimité, dans la pleine conscience aimante, inconditionnellement. Parce que s'il y a une émotion, là, l'ego, il a tendance à réagir. Il y a les schémas automatiques qui vont revenir à la charge. C'est le contrôle en fait. Ah, il y a une émotion, qu'est-ce que je fais Mmh. avec ça? Ah ben il faut que j'en profite et puis que je la libère. Le mental, il va presque créer une sorte de stress. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut que je m'en débarrasse. C'est une opportunité de m'en Ouais. libérer. Et puis donc, Mmh. il prend le dessus dans la méditation. Il faut éviter ça. Et comment on évite ça? Ben justement, en prenant conscience aussi de ce stratagème, de ce mécanisme de gestion de l'émotion par le mental, par une intention, par une attente. Si on prend conscience de ça, eh ben on observe ces deux niveaux. Il y a l'émotion, et puis il y a celui qui aurait tendance à la contrôler. Et si on parvient à se détacher des deux niveaux en même temps, alors il n'y a plus aucun contrôle, il y a une désidentification, le détachement il est maintenu, et puis là, la nature, quand elle n'est pas entravée, quand on ne lui nuit pas par des schémas de pensée, par une forme de contrôle, alors elle va s'écouler librement et elle va se libérer. Et c'est comme ça qu'on arrive à une guérison. Le propre de la nature, c'est de Mmh. tendre à l'harmonie, c'est de guérir ce qui est blessé. Donc, au travers de ce processus de catharsis, eh bien, ça va se purifier naturellement, et d'autant plus naturellement et d'autant plus rapidement qu'on n'intervient pas mentalement. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Maintenant, pour la dernière question, combien de, combien de temps ça dure? Combien Oui. de temps ça dure? Ça dépend aussi. Euh, ça dépend On peut effectivement si on fixer a... ça- un temps? On peut se dire, bon, je vais méditer une demi-heure ou tous les jours une demi-heure ou Oui, au début, je pense que c'est comment tu bien. fais toi? Au début, je pense que c'est bien de se fixer un temps pour méditer, comme on le disait au tout début de l'entretien, avec une petite ambiance, dans un coin qu'on a consacré à la méditation.
On va se mettre dans cet espace pendant 20-30 minutes. C'est important de faire quand même un certain temps, pas seulement 5 minutes, sinon on n'a pas le temps de travailler, de s'entraîner. Quand on va au fitness, on fait l'effort de s'y rendre, c'est pas pour y rester 30 secondes, hein, donc on va Mhm. rester quand même le temps Mhm. pour que ça vaille la peine. Ben, c'est la même chose avec la Mhm. méditation. Après, effectivement, comme tu le disais, si on a une émotion durant la méditation, eh ben, on va prendre le temps d'accueillir et le temps qui est nécessaire, parce que ça sert à rien de faire, je dis, ben ouais, je vais rester 30 secondes avec mon émotion, puis après, ben, je regarde ma montre, j'ai plus le temps, et puis je passe à autre chose de plus intéressant, et surtout Mhm. peut-être de plus agréable pour le mental, hein. Donc, non, non, on va prendre le temps d'accueillir, et là, ça peut prolonger un peu la méditation. Et après, à un certain stade, quand on est capable de méditer n'importe où, eh bien, on regarde plus sa montre, en fait. Notre terrain d'entraînement, si je puis dire, ça devient le quotidien. Quand on va au travail, on peut méditer dans la voiture, dans le métro, en marchant dans la rue. Quand on prend sa douche, on peut ressentir les sensations. Quand on cuisine, on peut sentir les odeurs, on peut regarder ce qu'on est en train de faire, vraiment présent. La présence à l'instant présent, elle est possible quasiment tout le temps. Les seules Oui. exceptions, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas des maîtres de méditation, c'est quand on doit vraiment être attentif, solliciter le mental pour organiser, planifier quelque chose. Quand on est en interaction directe avec quelqu'un on sollicite beaucoup la concentration mentale, là c'est plus difficile d'être dans les sensations. Mais à part ces Mhm. moments-là, on peut toujours avoir une part de soi, cette part profonde de soi-même qui est l'être, qui met l'attention sur l'instant présent au travers des sensations, au travers de l'observation de l'observateur lui-même. Et ça, comme on est toujours doté de conscience, on est toujours avec la conscience, eh bien on peut méditer tout le temps en fait. Mais c'est vrai que pour les débutants, ça sera difficile, par exemple, de méditer dans la rue, parce que comme ils n'auront pas suffisamment entraîné cette capacité de concentration, leur mental va être très sollicité. Il va être comme un peu un singe fou qui saute d'une branche à l'autre. Ah ben il y a telle Mhm. personne qui va croiser son regard, ça va nourrir le mental. Il va Mhm. devoir se dire ben, par où est-ce que je passe, etc. Donc ça va être plus difficile en fait pour le débutant. Mais sachons qu'à D'accord. un certain niveau de pratique, on peut méditer partout, en toutes circonstances, parce qu'on est toujours la conscience en arrière-plan. C'est une question de concentration finalement, la méditation, et pas de contexte extérieur. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on peut pratiquer matin ou soir, peu importe. Peut-être on peut le faire à un moment donné où on sait qu'on a du temps, qu'on peut un peu déborder, que Oui, c'est ouais. important de se faire comme un protocole, on parle des routines, hein. Se faire sa routine, c'est-à-dire trouver son heure et puis s'y cantonner en fait, que ça soit toujours la même, parce que sinon, Toujours la même heure. ouais, D'accord. sinon le mental il est très rusé, il va dire ah bah non là j'ai pas pu, je le remets à plus tard, puis plus tard on le fait pas. Donc si Ouais. on en fait une Mm. routine, je pense que ça aide au début, pour le débutant. Après, D'accord. quand on avance dans la méditation, ça devient comme une seconde nature. Moi, je veux dire, c'est un besoin. La méditation, c'est même plus un besoin, c'est une joie. Donc, je le fais parce que ça me Mm. procure de la joie et que ça me fait du bien. Enfin, j'ai plus besoin de me dire, de me contraindre. Ben tiens, là, pendant 1 heure, je vais faire ça tous les jours. Non, non, c'est, ça devient une seconde nature. Voilà, la pratique devient informelle, elle est plus liée à un contexte. Mm. Mais au début, C'est une voilà, habitude euh, au final. ouais, ça devient une seconde nature, une habitude, Une un- seconde nature. Mm. une raison d'être presque, on pourrait dire. Ah oui, Pour le ouais. débutant, le matin ou le soir, ça c'est aléatoire, à chacun de trouver le créneau horaire durant la journée qui lui convient. Moi, je sais que le matin c'est très difficile pour moi, donc je préfère faire la méditation, me concentrer en cours de journée. Le matin, voilà, c'est pas je suis pas du matin, tout simplement comme on dit, on est du soir, on n'est pas du D'accord. matin. Ouais. Donc, Mhm. pour les personnes qui ne sont pas du matin, méditer à un autre moment, peut-être avant le repas, 20 minutes, ou le soir avant de se coucher. Quand on a du temps, parce qu'il faut composer aussi avec la vie moderne, hein, forcément, on n'a pas tous la capacité de vivre Ah une vie oui. ascétique, d'être dans un monastère, etc., de se consacrer plusieurs heures par jour à la méditation. Donc on fait avec ce qu'on a. Mm. Mais voilà, effectivement, choisir un moment durant la journée, le matin, le soir, à midi, peu importe, et puis s'y cantonner. Ouais. Faire avec régularité tous les jours. Mm. D'accord. Très bien, merci. Donc, ben, pour finir, je te propose, si tu veux bien, des petits conseils que tu peux offrir aux débutants euh, ou aux personnes qui n'ont jamais médité. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais médité encore, afin qu'il débute dans les meilleures conditions possibles, est-ce que tu aurais un petit conseil à lui offrir?
Alors, le premier conseil, je dirais de ne pas se mettre la pression, de ne pas Oui. attendre trop de choses de la méditation, de savoir que la méditation, c'est pas facile et que le but, c'est le chemin. Donc, les conseils les plus importants à ce niveau-là, ben, ils ont déjà été évoqués durant l'entretien. Mhm. Donc, je peux peut-être les résumer, mais avoir cette conscience effectivement que ce qui importe dans la méditation, ce qui fera qu'une méditation est réussie, c'est pas le résultat, c'est pas le fait d'avoir des bienfaits dans le moment extraordinaire, c'est pas le fait d'avoir été de longues secondes sans penser, mais c'est le fait d'avoir fait cet effort de concentration du mieux qu'on le pouvait, chaque fois qu'on y pensait, chaque fois qu'on repartait dans le mental et qu'on est revenu aux sensations, dans l'effort de les chercher, de les sonder, de les ressentir, eh ben, même pour quelques fractions de secondes, on a travaillé correctement. Et on a créé une Mais ouverture au niveau de la psyché. Et ça, c'est voilà, c'est inestimable. La valeur de ce petit moment-là, il est très précieux. Et là, on a réussi notre hmm, méditation. Donc voilà, ça c'est le plus important. super. Cherchez ça, ces efforts de concentration, même très courts, en sachant qu'au début, ben forcément, on va repartir encore et encore dans le mental. Être conscient aussi que le mental, il va juger, il va dire ça va pas, je suis nul, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi. Des Hmm, mécanismes d'évitement comme ça, parce que forcément, lui, c'est comme un drogué, il veut sa source de stimulation, et ressentir les sensations, hmm, pour lui, c'est comme un vide, donc c'est désagréable pour le mental qui est en quête de stimulation, il est comme indépendant, hein, hmm, il est comme dépendant de ces stimulations, et donc la méditation, pour lui, c'est un ouais. sevrage. Et tout sevrage est désagréable. Comme quand on fait un jeûne, alors on va faire un jeûne des pensées, durant la méditation, ben, c'est désagréable. Il faut le savoir, et si on n'est pas d'accord d'affronter ça, d'accueillir ça, de passer au travers de ça, on ne progressera jamais dans la méditation. Donc il faut le savoir Hmm, et être doux et tolérant avec soi-même parce qu'on part de loin. La montagne, il y a du chemin ouais. pour la gravir et on est au pied de cette montagne, c'est normal. Durant toute notre vie, on a renforcé le mental. Et là, il faut renforcer la pleine conscience, c'est difficile. Hmm, Donc il y a du chemin, mais encore une fois, il ne faut pas regarder le sommet de la montagne, sinon on va se décourager. Et puis aussi très important, savoir que s'il n'y a pas des bienfaits dans l'instant, eh ben, ça ne veut pas dire que la méditation, elle n'aura pas été productive, profitable. Là, je veux juste évoquer une petite anecdote dans ma pratique de Vipassana. Quand j'ai fait ouais. Mhm. l'initiation, j'avais galéré toute la journée, c'était très difficile, j'avais beaucoup de douleurs, j'arrivais pas à l'équanimité. Euh, en tout cas, pas comme mon mental l'aurait voulu. Mais par contre, j'appliquais les instructions. Et du mieux que je le pouvais, à chaque fois, je faisais l'effort de concentrer mon attention sur les sensations pour travailler l'équanimité. Et donc, à la fin de cette journée, j'étais un peu déçu de moi-même parce que voilà, c'était difficile. J'avais pas encore cette conscience de toutes les choses dont je vous explique ici, que le but c'est le chemin, etc. Donc voilà, mon mental était déçu. Et malgré ça, quand j'étais dans mon lit, donc j'étais pas en train de méditer, donc c'était 1 ou 2 heures après le dernier exercice, tout à coup, sans aucune volonté de ma part, ma cage thoracique s'est amplifiée, comme s'il y avait eu un déblocage, une grande ouverture. Et là, c'était très Mhm. agréable parce que j'ai l'impression de pouvoir prendre une respiration comme un nouveau-né. Il n'y avait plus de blocage. Ah, Et j'avais rien voulu en fait à ce moment-là. Je pense que je partais dans le sommeil, voilà, je ne faisais pas d'effort de concentration. Et ce qui est mhm. intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai récolté les fruits de ma pratique antérieure. C'était ma récompense Oh. en fait. Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait que sur le moment, c'est pas important d'avoir des effets. On ne les aura peut-être pas, mais si on travaille correctement, on va planter des graines. Et les fruits, on va les récolter par la Hmm, suite. Des fois, les heures d'après ou les jours d'après, comme en fait une juste récompense de nos efforts sur nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important de ne pas chercher le résultat, d'en être détaché autant que possible dans l'instant, mais de simplement concentrer l'attention pour travailler correctement. Et si on fait ça, les bénéfices vont venir, hmm. inévitablement, comme des récompenses de nos efforts sur nous-mêmes. Voilà. D'accord. Bah, Mhm. super, merci. Donc en fait, ça répond à la question pour les personnes qui débutent et qui ont peut-être envie de tout abandonner Oui, parce que oui. voilà, elles se disent bon bah finalement j'y arrive pas, je j'ai pas de bénéfice là dans l'instant. Et ben voilà, d'accord, super. Bah, merci beaucoup. Ne vous découragez Merci. pas, ne vous découragez Voilà. pas, persévérez. Patience, persévérance, confiance, Ouais. c'est des clés, c'est des maîtres mots aussi dans la quête spirituelle et qui s'appliquent bien sûr évidemment à la méditation. Ok. Bah, merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir, Et merci. puis,
Merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous. Et ouais. Allez, bye bye. À Au revoir, à bientôt. bientôt. Au revoir.